il faut vraiment qu'on arrive à avancer sur un étiquetage clair, quoi. Sur le fait qu'un produit qui porte le logo bleu, blanc, rouge, il soit produit en intégralité en France. Parce que c'est quand même trop facile aujourd'hui de faire venir de la viande congelée d'Amérique du Sud, de le foutre dans une préparation de cannelloni ou de lasagne, et puis de mettre un petit logo bleu, blanc, rouge parce que c'est transformé en France. Les agents des douanes européens, ils sont 5 pour toute l'Europe, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, quand il y a un bateau de viande d'Amérique du Sud congelé qui vient au Havre, il n'y a personne pour aller contrôler ce qu'il y a dedans. C'est terrible en fait. Mais si demain matin tout le monde ne peut pas manger mon steak haché, tracé, label rouge, élevé avec un cahier des charges, avec une race à viande, eh ben ils mangent autre chose. Tous les smicards peuvent pas manger ma viande. Pour moi c'est pas un gros mot ça. Mais vivez comme vous avez envie de vivre et puis arrêtez de faire chier les autres, quoi. Enfin, tu veux pas aller à la corrida parce que c'est barbare, bah tu vas pas à la corrida. Mais t'empêches pas ceux qui sont nés dans cette passion-là d'aller à la corrida, quoi. Je veux dire. Aujourd'hui des émissions avec des chroniqueurs, il y en a partout. Les grandes gueules, ça reste un ADN particulier où personne t'écrit les réponses avant que t'arrives, quoi. J'ai pas attendu de faire une émission de télé pour être une grande gueule. ça, c'est évident. Bonjour, je suis Didier Giraud, donc je suis éleveur de charolaise en Saône-et-Loire, à côté de Charolles. Et j'ai aussi la particularité d'être un des chroniqueurs des Grandes Gueules depuis 17 ans. Aujourd'hui, je suis sur Confession Cornichon et salut à tous. Bonjour Didier. Bonjour. On est super content de te recevoir sur Confession Cornichon, qui est une émission où on échange avec des personnalités qui impactent ou qui font le monde agricole. Bon, toi, tu fais partie des gens qui font le monde agricole. Je te remercie de l'invitation, c'est sympa, ouais, ça me fait plaisir d'être ici. Bon, très bien. Alors pourquoi les cornichons ? On le dit au début, 98% des cornichons c'est importé. Or nous, bah voilà, ça fait partie des produits qu'on peut faire en France, donc on fait un petit clin d'œil. Et il y a plein de produits comme ça qu'on peut faire en France, et puis bah, ça permettra d'avoir des petites questions piquantes et croquantes. On verra si tu as le jeu de la répartie. Donc on est très content d'avoir l'agriculteur avec la moustache la plus connue de France. Oui, hein, maintenant que José Bové est en retraite, oui, bien sûr. T'es autant éleveur que chroniqueur du coup sur les grandes gueules d'RMC. C'est ça. Voilà, t'es agriculteur et éleveur en Saône-et-Loire depuis 97. C'est ça, 97. Oui. 250 hectares, 110 vaches allaitantes. Dans un GAEC, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors l'exploitation est un peu en train de changer parce que moi je suis hors cadre, je suis installé depuis 97, donc c'était un GAEC à 3 associés, et puis le temps faisant, les associés, il y en a de moins en moins dans le GAEC, donc je vais bientôt être en individuel. T'es pas en retraite en tout cas ? Non, je suis pas en retraite. Non, Toi, t'y es pas. J'ai fêté mes 50 ans ce printemps, donc il y en a encore pour quelques années. Avec l'âge de la retraite qui se recule, il y en a encore pour quelques années d'avoir des vaches, et puis en même temps... c'est toujours un bonheur de s'occuper de ces vaches. Bon, encore un gamin. 50 ans, c'est encore un gamin. Bon, petit rappel avant de commencer. Donc, tu seras au salon de l'agriculture parce que tu emmènes un taureau. Ouais, j'ai un taureau de copropriété qui va faire que je vais être dans ma première participation au salon en tant qu'exposant. Ouais. Bon, ouais, on ira encourager Didier. Et pendant le salon de l'agriculture, il y a aussi le SIA Pro, qui est un salon dans le salon qui est destiné aux professionnels. Et peut-être que tu passeras... J'ai été sollicité, alors suivant les disponibilités, parce qu'on va faire les grandes gueules en direct aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc je pense que j'essaierai de passer, faire un coucou sur le SIA Pro. Je trouve que c'est une belle initiative aussi. Ouais. Bon. Et bah du coup voilà, c'est en partenariat, cet épisode est en partenariat avec le SIA Pro. Didier, je sais pas si tout le monde le sait, mais du coup, on sait que tu es éleveur, mais on sait pas forcément que tu ne viens pas du monde agricole. Ton père était chauffeur de bus. Et te voilà, éleveur de vaches. Comment t'as fait Pourquoi t'en es arrivé là ? C'est d'abord une vocation. Moi, mes parents étaient du milieu rural, mais pas agriculteurs. Depuis tout gamin, j'ai toujours eu la passion des vaches. Enfin, quand gamin, on jouait au tracteur, il y en a qui jouent au tracteur, mais moi, je joue aux vaches, quoi. Voilà. Ma grande passion de 7 à 10 ans, ça a été de monter des étables pour y mettre des vaches, alors que d'autres jouaient avec les tracteurs. Et je pense que ça, c'est un peu inné, ça m'a marqué, et en même temps je me suis jamais rien vu faire d'autre dans ma vie que d'élever des vaches. En fait. Et tes parents, ils t'ont pas c'était encouragé ou pas parce que des fois, ils m'ont soutenu. Ouais. Parce que en fait ce qui est compliqué là-dedans, c'est que j'étais en collège privé, tu vois. J'ai fait une scolarité en collège privé, tout en privé.
Parce que mes parents, même s'ils étaient ouvriers, ils avaient un peu le souci qu'on soit avec les meilleures chances pour s'engager dans la vie. Et le jour où tu as ton 15 de moyenne en troisième et le jour où tu fais savoir que tu vas partir dans une filière professionnelle, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Quoi. Mes parents convoqués. Tu peux faire tout ça. plus quand même. Tu feras plus d'espagnol de ta vie, tout ça. J'ai jamais refait d'espagnol, mais ça m'a pas manqué. En même temps, si je dois me débrouiller en Espagne, j'arrive à baragouiner 3-4 mots encore. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, j'avais plutôt un bon niveau et je quittais un monde des études à outrance pour aller vers un monde professionnel. J'ai fait BEPA, j'ai fait un BEP à l'époque, BEPA, BTA, tout en apprentissage, parce que moi, étant pas fils d'agriculteur, je ne concevais pas d'apprendre le métier sans avoir la pratique, quoi. Donc je suis parti pour faire un bac en 4 ans, puis après j'ai fait un BTS en apprentissage, donc il n'y avait qu'une école en France à l'époque qui le faisait, donc voilà, c'est aussi un cursus qui est d'abord un cursus d'alternance et d'apprentissage, parce que c'est comme ça que tu deviens un paysan. Après voilà, s'installer avec des vaches, ça a été compliqué. Ouais, parce que c'est du capital, comme on dit, il faut s'endetter. Enfin, je veux dire, t'as eu les moyens de faire ça. Du coup, j'ai fait mon BTS chez des gens qui sont devenus mes associés, quoi, qui m'ont gardé. C'est aussi ça l'opportunité. Après, aujourd'hui, ça reste compliqué de s'installer en allaitant, parce que le problème de l'allaitant, c'est la rentabilité, quoi. Enfin, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a des productions où c'est plus simple, parce qu'il y a une rentabilité derrière. Il y a même des métiers, quoi. Enfin, j'ai une copine qui s'est installée pharmacienne à peu près le même jour que moi. Elle a emprunté avec un zéro de plus que moi, puis elle a remboursé en moitié moins de temps que moi. Voilà, c'est une histoire de rentabilité d'abord. Et je pense que c'est injustice. Elle est peut-être en train de se combler un peu aujourd'hui avec le prix de vente en exploitation. Même si les charges ont augmenté et que tout n'est pas revenu, je trouve que c'est quand même un peu compliqué dans les vocations. Voilà, moi je suis recade, j'ai toujours voulu, mais il y en a plein d'autres qui auraient toujours voulu avoir des vaches et qui n'en ont jamais eu. Parce que le rapport entre le capital et la rentabilité de l'exploitation, ça a toujours été le plus mal classé dans l'agriculture, dans les métiers de l'agriculture. Éleveur de viande, ça a toujours été ce qui a été le plus mal classé, et je trouve que ça, c'est une vraie injustice, quoi. D'ailleurs, quand tu discutes avec des entrepreneurs, des mecs de l'industrie ou des PME, quand ils voient les montants investis pour les rentabilités, ils se disent, mais les gars, vous êtes fous, quoi. C'est quoi ce truc, en fait? Il y avait un bon article là, il y a 3 semaines, un mois, dans Réussir Viande, là, il disait que pour 13,50 € d'investissement, on est aux alentours de 4 € de BE, quoi. Et c'est quand même ça qui est le plus faible, quoi. Voilà. Il y a plein d'autres métiers durs dans l'agriculture, mais celui d'éleveur allaitant l'est particulièrement. Bon, on aura l'occasion de zoomer un peu là-dessus. Si on reste sur toi et les animaux, comment tu te sens quand tu es au milieu de tes animaux? Bah écoute, bien, je sais pas moi comment le décrire. Il y a des moments qui sont quand même des moments féeriques. Faire naître un petit veau, quand tu tires un petit veau à la main, le premier souffle du veau, c'est quand même un truc. C'est quand même c'est toujours une émotion que de donner la vie, quoi. Enfin moi, ça m'arrive de le dire en arrivant à la radio, tu vois. Voilà, quand vous étiez en train de dormir sur vos 2 oreilles, moi je donnais la vie, et je pense que ça nous rend un peu particulier, quoi. Ce moment-là, même si aujourd'hui le vélage c'est plus un truc exceptionnel. Enfin, du temps de mon grand-père où il y avait 15 vaches, quand il y avait un vélage, c'était toute la commune qui se rassemblait pour assister à ça. Mais aujourd'hui, voilà, les éleveurs, ils font naître 110, 120 veaux. On a simplifié les conditions d'élevage. On a travaillé sur les poids de naissance. C'est plus vraiment un événement. N'empêche que ça reste toujours un truc particulier que de donner la vie, quoi. Voilà. Parce que tu donnes la vie, puis des fois, t'as aussi t'as des échecs dans ce métier-là. Bien sûr, t'as des échecs. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec des sages-femmes, quoi. Il y a une émotion qui est comparable. Voilà. Et puis après, quand tu fais un peu de la sélection, retrouver un taureau que tu as vendu, voir la production d'un taureau, c'est aussi une espèce de reconnaissance qui t'amène
à faire ce métier-là comme une passion, pas comme un métier, quoi. Parce que oui, quand tu parles de la repro, toi, tu fais un peu de génétique du coup Ouais, pas je suis mal. sur un cheptel, je suis historiquement sur un cheptel où tout a été inscrit au HBC depuis les années 50. Ouais. Parce que est-ce que c'est toujours rentable d'investir là-dedans? Parce que tu le dis, c'est la passion, mais est-ce que cette passion, elle vaut le coup? Est-ce que tu arrives à rentabiliser l'investissement Il dans faut, les- quoi, dans les- voilà, tu fais des dans la choix. génétique, quoi. Tu fais des choix. Si tu veux revendre de la génétique, c'est quelque chose d'un peu cyclique. Tu n'as pas toujours le vent en poupe, tu passes un bon taureau. Mais je trouve que c'est quand même une motivation aussi supplémentaire que de vendre des kilos de broutard, quoi. Ouais. Voilà. Je trouve que recroiser un taureau adulte que tu as fait naître chez un voisin, je trouve que ça a quelque chose de particulier et ça donne du sens à ton métier quand même, quoi. C'est un peu mon gamin. Ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. Du coup, dans l'émission, on a des agriculteurs qui nous envoient des questions à te poser. Voilà. Ils te posent des questions par vidéo. Donc, je vais te présenter un premier agriculteur que tu connais un peu, je crois. Voilà. Alors, attends, je mets du son parce que je suis pas sûr. Salut mon Didier, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, tu t'es échappé l'an dernier, tu devais venir nous voir dans notre région pour le salon des Pyrénéennes. La question que je te pose, c'est est-ce que tu vas t'échapper au salon de l'agriculture à Paris et est-ce que surtout tu tiendras plus qu'une journée? Allez, la bise. Merci Jérôme, c'était Il y a- gentil Jérôme. Il y a un petit message sur le Ouais, tu non, seras plus en qu'une fait, journée. non, ça a été compliqué. Le contexte sanitaire au moment des Pyrénéennes a fait il s'est pas passé grand-chose au Charolais parce que le concours de la race charolaise devait être chez eux et c'était D'accord. prévu que je descende et le contexte sanitaire a fait qu'il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est pour ça que je suis pas descendu dans le sud-ouest. Pour te connaître un peu plus, tu as aussi un petit passé dans le syndicalisme, toi. Ouais, un gros même. J'ai Un peu gros chez les passé. JA, je crois. Ouais, j'ai fait 10 ans de JA, où j'ai été vice-président de Saône-et-Loire, responsable d'installation, puis après j'ai été 4 ans président de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai été président de région à une époque où à JA National, il y avait 12 présidents de région, donc si tu faisais quelques alliances, tu avais du pouvoir dans la maison. Voilà. Ouais. J'ai jamais été élu national, mais que t'as j'ai... pas voulu. j'ai- Parce que tu n'as pas voulu. Ouais, parce t'avais que pas je le temps. trouvais aussi que j'avais plus de pouvoir en tant que président Ouais. de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis que voilà, j'ai connu des bons paysans dans toute la France et ça reste un réseau d'amis important dans ma vie, quoi. Ok. Et puis je reste attaché aux valeurs de JA, quoi. Enfin, voilà, moi je suis issu du syndicalisme majoritaire, je m'en suis jamais caché et je le renie pas, quoi. C'est le moment des élections. Ah bah, Ouais, quand on diffusera. Alors, au moment du tournage, c'est le moment des élections, mais quand on diffusera, ça sera terminé. Bon, du coup, on a vu Jérôme. L'année dernière, l'hiver dernier, à cette époque-là, c'était une période de gros mouvements de manifestations. Jérôme avait peut-être Elle avait déclenché beaucoup des bougé. choses, Ouais, enfin bien lancé sûr. un peu une dynamique. Aujourd'hui, c'est quoi ton regard par rapport aux difficultés qu'il y a, qui sont un peu les mêmes que celles qu'il y a Ouais. il y a un an, et le fait que ça essaye de rebouger, mais ça bouge, ça prend pas, C'est et un peu finalement, compliqué, ouais. les choses n'avancent pas trop, quoi. Je pense qu'il y a aussi un phénomène d'usure. Après, ce qui est terrible, c'est que depuis un an, on nous balade quand même, quoi. Les promesses faites il y a un an pour nous faire débloquer les routes, elles ont quand même été très peu tenues. Les alternances politiques ont fait que. Et on est toujours dans la prochaine échéance qui est bientôt. N'empêche, il en demeure pas moins qu'il y a des grandes inquiétudes qui ne sont pas aujourd'hui complètement résolues. Enfin, la loi d'orientation agricole, elle n'est toujours pas sortie des tuyaux. À quelle sauce on va être mangé sur plein de sujets, on n'a pas de réponse. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées quand même depuis un an. Le contrôle unique, la détaxation du GNR en bas de facture. Mais je pense quand même qu'il y a des grandes questions aujourd'hui dans l'agriculture qui devront demain trouver des réponses. Moi qui suis aussi par RMC branché avec les auditeurs et les consommateurs, donc je me suis rendu compte que les mobilisations de l'an dernier, d'il y a un an, elles ont mis en évidence un point qui pour moi paraît essentiel et crucial, c'est que le consommateur s'est rendu compte qu'on lui faisait manger des produits d'importation
qui sont produits qui sont faits avec des conditions de production qui sont interdites en France. Et là-dessus, il y a un vrai soutien de la population et on n'est jamais arrivé à le traduire, ça. Moi, je pense que demain matin, voilà, la production de viande, enfin mon secteur, la production de viande bovine est quand même en train de reculer fortement. Tu parles des cornichons, mais en fait aujourd'hui l'import fait que il y a quand même plein de produits où on n'est pas autosuffisant. Il faut vraiment qu'on arrive à avancer sur un étiquetage clair, quoi. Sur le fait qu'un produit qui porte le logo bleu, blanc, rouge, il soit produit en intégralité en France. Parce que c'est quand même trop facile aujourd'hui de faire venir de la viande congelée d'Amérique du Sud, de le foutre dans une préparation de cannelloni ou de lasagne, et puis de mettre un petit logo bleu, blanc, rouge parce que c'est transformé en France. Ça, c'est quand même juste plus possible. Je te parle pas de la restauration en foyer et tout le Bataclan, mais aujourd'hui, le consommateur a compris ça, il est prêt à nous aider, il faut lui donner les moyens de le faire. Et je pense que le vrai combat aujourd'hui, c'est l'étiquetage. Et pourquoi ça... on dit que c'est l'étiquetage, mais à un moment donné, par exemple, les industriels ou les boîtes qui font ça, elles pourraient avoir du bon sens, tu vois. Elles pourraient se dire, allez, quand même, je suis un peu plus transparent. Non, mais un industriel, ça, c'est un rêve. C'est pas un philanthrope. Un industriel, il est là pour gagner du pognon. Et à un moment donné, aujourd'hui... quand tu vois la baisse de la production, si je parle de viande bovine, les cours s'envolent. On est bientôt au babi à 6 balles. Avec du babi à 6 balles, si tu veux continuer à vendre des cannelloni à 2,30 € le kilo, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de mettre de la viande moins chère. Mais à la rigueur, c'est pas la fin du monde, ça. Si celui qui a les moyens de manger des cannelloni avec de la viande d'Amérique du Sud, il sait que c'est de la viande d'Amérique du Sud, il mange des cannelloni avec de la viande d'Amérique du Sud, tu comprends? Et celui qui veut se payer de la viande tracée de race à viande, il sait, il met le prix, quoi. Enfin, j'ai un exemple là, qui m'est arrivé la semaine dernière, on ne le sait pas forcément, les babis sont à 12,50 en Algérie. Alors attends, les babis, parce que tout le monde ne suit peut-être pas, c'est quoi les babis? C'est les mâles qui sont engraissés. D'accord. Voilà. Les taurillons? Les taurillons, ouais. Les jeunes bovins, ce qu'on appelle le jeune bovin. Les babis sont à 12,50 kilos de carcasse en Algérie. Quand ils sont chez nous à 6, mais ils étaient à 3 il y a 2 ans, quoi. Ça veut dire très clairement que dans la société algérienne, il y a ceux qui peuvent manger du boulgour, ceux qui peuvent mettre du poulet dans le boulgour et ceux qui peuvent mettre du bœuf dans le boulgour, quoi. Et c'est hiérarchisé par le prix. C'est pas un concept qui me chope, quoi. Si demain matin... Alors c'est terrible en fait, mais si demain matin tout le monde ne peut pas manger mon steak haché, tracé, label rouge, élevé avec un cahier des charges, avec une race à viande, eh ben ils mangent autre chose, quoi. Tu vois, en plus les gens ils ont un rapport qui est différent à la nourriture aujourd'hui. Mais j'aimerais que le consommateur il fasse son choix en toute connaissance de cause, quoi. Mais peut-être, par rapport à ce que tu dis, je me dis que quand même j'ai l'impression qu'on entend toujours ce discours de oui mais il faut du pas cher parce qu'il y a des gens qui peuvent pas. Alors c'est vrai, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui peuvent. Bien sûr. Du coup, et dans les gens qui peuvent pas, on ne parle que du pas cher, quoi. Bien sûr. On parle pas, c'est du haut de gamme. C'est qui le patron qui le dit en disant, en fait, il y a des gens qui l'achètent mon truc là. Bien sûr. Je suis pas dans tous les rayons, mais pourtant il y a des gens qui le demandent. Pourquoi je suis pas dans tous les rayons? Et donc en fait, le discours de, on veut toujours payer moins cher, c'est celui-là qui prédomine. Mais c'est un réflexe franco-français de niveler par le bas. Ouais, on nivelle par le bas. Mais en même temps. Je pense quand même que à la fois les niveaux de production de demain et à la fois les prix font que ça va se hiérarchiser, quoi. Faut juste que les gens moi j'ai des copains dans le Gers, ils t'expliquent quand même que quand le foie gras qui était un produit de luxe pour une classe sociale une fois par an, quand on a voulu le rendre accessible à tous les ouvriers de France 3 fois par an, ou 4 fois, ou 5 fois, ou 1 fois par mois, on a quand même dégradé la qualité du produit, et c'est là qu'on a vu arriver des foie gras d'import et de la mauvaise qualité et de l'industrie, quoi. Alors que c'est un truc hyper artisanal, hyper élitiste, quoi. Si demain matin, tu veux que tous les smicards bouffent du wagyu, tu vois, ça va quand même poser un problème de tarif. Alors ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je pense quand même que l'égalité, c'est quand même un peu
en concurrence avec la qualité, quoi. Tu peux pas mettre une côte de bœuf d'une géniche charolaise élevée 4 ans à l'herbe dans un EHPAD, quoi. Tu peux pas. Alors pourtant, ça serait bien sur le fond, mais tu peux pas. Parce que si tu dois faire un menu avec 2,50 €, ça passe pas, quoi. Ouais, bah même... Et ça, c'est pas un gros mot, quoi, tu vois. Ouais, De dire, moi, j'ai un coût de production, et ben tous les smicards peuvent pas manger ma viande, pour moi, c'est pas un gros mot, ça. Mais tu vois, je suis d'accord et je suis pas d'accord, dans le sens où, moi, dans mon expérience de restauration collective en tant que producteur de pâtes aussi, je vois dans les collèges, aujourd'hui dans mon département, le collège qui, aujourd'hui, avait le coût de revient le plus bas parmi les autres, c'était aussi celui qui avait le plus de produits locaux achetés en direct. La différence, c'est quoi ? C'est en fait le cuistot cuisine. Bah oui. Et donc, mais ça, ça marche à l'échelle d'un foyer, ça. Voilà. Quand tu achètes des plats préparés, ramenés à la part, c'est plus cher que si tu vas acheter un pot-au-feu, tu mets des légumes dans une casserole. Après, c'est pas le même temps de travail, c'est pas le même... Et en même temps, tu vois, on dit aussi, un produit de qualité, c'est cher, donc tout le monde peut pas se le payer. N'empêche que tous les ménages, y compris les plus modestes, ils font des choix. Et depuis 50 ans, ils ont fait le choix que dans le panier de la ménagère, l'alimentation baisse. Pour mettre de l'argent ailleurs, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus, même si on est smicard, de ne pas avoir un iPhone, un Netflix, le téléphone portable des gamins. Enfin, voilà. C'est aussi la société qui évolue et à nous, producteurs d'alimentation, de s'insérer dans cette société qui évolue, quoi. Du coup, on était sur la partie syndicale, est-ce que tu penses que les syndicats, justement, aujourd'hui, toi qui as eu un pied dedans, un peu moins maintenant, mais est-ce qu'ils mènent le bon combat ? Est-ce qu'ils sont proactifs ? Est-ce qu'ils sont dans la défense ? Est-ce qu'ils sont force de proposition ou on est en train de toujours défendre son précaré, quoi ? Bah, écoute, alors quand on enregistre là ces jours, il y a une vraie bagarre entre les syndicats parce que c'est les élections chambres et que les élections chambres c'est qu'une fois tous les 6 ans et c'est quand même là qu'on mesure la représentativité des syndicats, donc il y a de vrais enjeux. Moi je le vois quand même en côtoyant des politiques à RMC, mais aussi des journalistes, quand tu es majoritaire, quelle que soit la branche d'activité que tu es, quand tu es le syndicat majoritaire, tes propositions, elles n'ont pas le même aura que si tu es le syndicat minoritaire, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des stratégies différentes entre les syndicats. Moi, je leur nie pas ça. Il y a aussi des appointances politiques qui font que certains sentent le vent tourner peut-être, donc se positionnent différemment. Après, moi, ce que je reste persuadé, c'est que construire quand on est un syndicat, la cogestion, c'est pas un gros mot, quoi. La cogestion, c'est pas un gros mot. Ça veut dire que des syndicalistes qui ont réfléchi portent des projets jusqu'à leur terme. Certains même deviennent des politiques, quoi. On a connu des grands syndicalistes qui deviennent des politiques. Je trouve que c'est le degré ultime de l'engagement. C'est qu'on en arrive à échafauder des projets collectivement et on va jusqu'à les incarner pour les porter devant les citoyens, devant la loi, quoi. Voilà. Je trouve que c'est un cheminement qui me paraît logique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'être un syndicat qui se veut dans la cogestion, je trouve que c'est une attitude responsable. Après, même au-delà de la cogestion, est-ce qu'on est proactif sur des sujets ou est-ce qu'on est toujours en train de défendre nos acquis qui fait que des fois on freine un peu? On n'est pas proactif. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai que le syndicalisme agricole depuis 50 ans, qu'il soit majoritaire, minoritaire, quelle que soit la couleur du bonnet, on est toujours un peu dans la réaction, on est toujours un peu dans la revendication. C'est d'ailleurs une des grandes problématiques de notre métier, c'est d'être capable de communiquer positivement par rapport à l'image de notre métier. Notre métier, les gens aiment notre métier, mais il a du mal à attirer des jeunes qui sont pas issus du milieu, parce que quand ils voient un paysan à la télé, il fait que se plaindre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est une vraie problématique. Après, derrière ça, on est quand même aussi un peu maltraité dans la société. C'est normal que les syndicats réagissent comme ça, mais il y a des grands sujets de demain où, tu vois, ça m'arrive encore de pousser des coups de gueule en interne pour dire c'est temps qu'on y travaille, ça, quoi. Je pense par exemple à un sujet auquel je suis sensibilisé, parce que j'ai une compagne qui bosse là-dedans, sur l'agrivoltaïsme.
On n'a pas une position nationale claire. Chaque département fait sa soupe, quoi. Chaque département fait sa soupe dans comment il se positionne par rapport à ça, comment sont les opérateurs offensifs, pas offensifs sur le terrain. Chacun met ses petites règles, ou pas d'ailleurs. Donc ça veut dire que sur le terrain, il se fait n'importe quoi. À 10 km d'écart, les règles sont diamétralement opposées. Et à terme, les paysans, voire les propriétaires, ils contractualiseront directement avec les opérateurs sans avoir l'unité. Enfin, voilà. Ouais. En gros, le syndicalisme n'aura pas pesé sur la construction de ça. Et je trouve que ça, c'est une vraie connerie. C'est toujours la difficulté de ne pas vouloir se trancher pour pas se fâcher et d'être dans le consensus aussi, ce qui est compliqué. C'est-à-dire, quand tu représentes tous les paysans de France, ouais, c'est compliqué parce que on dit les paysans de France, mais en fait, l'agriculture, c'est les agricultures, quoi. Entre un éleveur de l'Ariège sur ses plateaux, un bosseron, un viticulteur d'Alsace et puis un myciculteur des Landes, on fait tous le même métier, mais pas vraiment quand même, quoi. Et du coup, les enjeux sont pas les mêmes, donc parler d'une seule voix pour toute l'agriculture, c'est compliqué. Il y en a quand même quelques-uns qui essaient de faire ce grand écart. Et il faut leur tirer le chapeau parce que quand tu arrives dans une boutique comme la FNSEA à dégager des positions communes, certes, tu n'as pas géré individuellement tous les cas, mais tu as quand même une sacrée force, justement, vis-à-vis des politiques pour faire de la cogestion, quoi. Allez, si toi, tiens, et hop, coup de baguette magique, tu es Arnaud Rousseau, c'est quoi la première... la chose que tu veux, qui est le plus importante pour toi à changer pour faire progresser l'agriculture? Ou si t'es pas Arnaud Rousseau, non, mais il faut rendre du revenu aux agriculteurs. Faut rendre du revenu aux agriculteurs. Faut mieux répartir les marges dans les filières pour rendre du revenu aux agriculteurs. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu m'as donné une baguette magique, donc je m'en sers. Parce que quand tu rends du revenu aux agriculteurs, tu règles plein d'autres problèmes. Tu règles déjà le problème des transmissions, installations en agriculture, mais tu règles aussi les problématiques. Je vais aller jusqu'à la désertification rurale, quoi. Moi, j'étais président de Bourgogne-Franche-Comté. Dans ma région, Franche-Comté, il y a Franche-Comté, et dans Franche-Comté, il y a le Haut-Doubs, le Haut-Jura, et il y a le Comté. C'est des territoires que je connais bien, où il n'y a pas de problématique de désertification, où quand ils font un départ, ils font des fois plus d'une installation. Ils sont parfois dans certains lieux plus d'une installation pour un départ. Et à un moment donné... Et à un moment donné, quand il y a une justification économique sur le territoire, le photovoltaïque, là-bas, ils en ont rien à foutre, quoi. Parce que eux, ils vivent du comté et ils vivent bien du comté. Et derrière, le marchand de matériel, il travaille bien. L'artisan qui retape des baraques, qui fait des toitures, machin, il vit bien. Celui qui répare les bagnoles fracassées dans les chemins, il vit bien. Tout le monde vit bien, quoi. Et on a quand même des problématiques globales de notre société autour de la désertification rurale, de tout ce qu'il peut y avoir autour de la désertification médicale, autour de l'attractivité des territoires, quoi. Si les paysans, je dis pas qu'il faut qu'ils vivent comme des notaires, mais si les paysans ils avaient un revenu décent, ils feraient vivre leur territoire grassement, quoi. Les exemples que tu donnes sont les bons, et puis même sur l'aspect où on voit souvent un peu des bagarres, on a trop de normes, plus de normes, ça. C'est à mon avis toujours plus facile de vivre quand tu gagnes ta vie. T'es moins dans le, t'es moins stressé à avoir un contrôle. Dépend de la société qui font autant d'heures que nous, qui travaillent autant que nous, qui investissent autant que nous. J'en connais. Par contre, ils n'ont pas les mêmes revenus que nous et du coup, ils sont pas toujours en train de se plaindre, quoi. Bon allez, je vais te présenter une autre vidéo d'une jeune fille. Bonjour Didier, Anaïs éleveuse de brebis et de bovins dans l'Aveyron. Entre la FCO et la MHE, ça devient ingérable. D'après vous, quelles sont les solutions pour s'en sortir? Alors, ça aussi, tu as une baguette magique pour régler le problème. Je dirais bien, c'est brave Chloé, c'est ça? Anaïs, pardon, que j'ai la solution, mais je ne l'ai pas. Aujourd'hui, ces maladies vectorielles, c'est des maladies qui sont quand même un peu liées au changement climatique. C'était des maladies tropicales, voire subtropicales, avec des vecteurs qui sont les insectes. Moi, je suis quand même relativement inquiet en élevage. Alors elle, c'est de l'élevage ovin, forcément, dans l'Aveyron. Mais
que ce soit l'élevage bovin, que ce soit autre chose, entre les diverses circulations, aujourd'hui il y a des vaccins, mais enfin, on en est rendu à 5-6 vaccins, tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire et tu influes sur d'autres paramètres. Il y a quand même des zones en France où il y a des pertes qui sont considérables. Ouais. Tu disais tout à l'heure le nombre d'animaux Ouais, bovins j'ai qui vont vu pas... des chiffres là, la campagne de vélage en cours, on est entre moins 300 et moins 350 000 bovins, 17 000 vaches crevées à l'automne, voilà. Et aujourd'hui, dire on va vacciner avec les vaccins qu'on a, c'est quand même un peu compliqué parce que dans la FCO, il y a des variants qui arrivent, il y a des nouveaux variants en Belgique, enfin des nouveaux numéros, hein, parce que la FCO doit y en avoir 24, donc des numéros, ils sont à la veille de passer. Je pense qu'il faut qu'on libéralise les échanges commerciaux. Parce qu'en faire des barrières douanières, si tu es vacciné, ça c'est quand même une problématique. La MH1 est un peu différente, il y a une forte mortalité. Et puis après, le vaccin qui ferait un peu tout serait quand même un truc qui nous protégerait. J'ai écouté parler d'un vaccin aux États-Unis avant de mettre en feedlot, là, où ils font IBR, BVD, maladie respiratoire, FCO. C'est ce que des éleveurs me disaient, plus au Brésil, c'est pareil, ils ont un vaccin voilà. qui traite tout d'un coup, justement. Est-ce que nous, notre politique de la vaccination, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est pertinente en fait on a aujourd'hui pas les moyens de faire autrement, parce que notre élevage ovin représente plus assez dans la politique des labos, quoi. On a du mal à faire des vaccins pour des humains. Alors t'imagines pour des vaches, quoi. Nos labos européens, ils sont plus assez puissants pour faire ça, quoi. Voilà. Derrière ça, les conditions d'élevage dans les endroits où il y a des feedlots, avec un seul vaccin qui fait tout, j'ai un peu de doute sur le fait qu'ils acceptent le taux de perte aussi. Hein. J'ai du mal à répondre à Anaïs, mais j'ai peur qu'il faille qu'on s'habitue avec un peu plus de pertes. Et avec, est-ce que c'est pas aussi un choix, alors c'est peut-être naïf, aussi politique, en tapant du poing sur la table, en disant moi j'ai besoin de protéger mon économie, donc les labos, mettez-vous. Enfin, ils ont su s'organiser à un moment donné, ils pourraient s'organiser, ou alors... On n'a pas été foutus de le faire pour protéger les humains, quoi. Hein. J'ai quand même du mal à croire qu'on va y arriver pour les bovins. On a acheté des doses en pagaille. On a acheté des doses, oui, d'accord. Mais ça veut pas dire qu'on a été capable de créer un vaccin, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, moi, ça, c'est un vétérinaire. Enfin, la problématique des vaccinations de ces maladies-là, elle existe aussi sur les antibiotiques, quoi. On a aujourd'hui un spectre d'antibiotiques qui se réduit terriblement parce que... parce qu'il y a des produits qui ont de la rémanence et qui se transmettent à l'humain, et du coup, on nous interdit ces matières actives-là. Et puis il n'est pas sorti de nouvelles molécules d'antibiotiques en animal depuis 35 ans, quoi. Hein. Parce qu'il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'investissement là-dessus, c'est plus des sujets, quoi. Quand aujourd'hui, la viande de poulet, elle prend... Non, mais c'est ça, quoi. Hein. C'est qu'à un moment donné, protéger des bovins ou des porcs ou des ovins, quand tu regardes les effectifs par rapport aux milliards de poulets qu'il y a sur Terre, enfin de volailles qu'il y a sur Terre, à mon avis, les labos, ils vont déjà investir dans le H1N1 avant d'investir dans la FCO, quoi. Voilà, c'est là où on voit que amenuiser la production chez nous, il y a certes l'indépendance alimentaire pour le consommateur, mais il y a aussi toutes les filières derrière, quoi. Comment on maintient des abattoirs tels qu'ils sont quand il y aura à moitié de bovins en France, et puis tout arrivera en carcasse congelée. Enfin, toutes ces choses-là sur le tissu économique autour de l'élevage, il est quand même un peu mis à mal par la crise des vocations, par la baisse d'effectifs, par la baisse de la consommation. C'est quoi justement ton regard là, dans 10 ans ou 20 ans sur l'élevage français ? C'est compliqué à dire. Ça. Ouais. C'est compliqué à dire parce qu'il peut y avoir des retournements de situation que tu n'as pas vu arriver, quoi. Ce que je sais, c'est que produire de la viande avec des races allaitantes, on est les seuls au monde. Tu peux les Irlandais, mais on est globalement en race pure, on est les seuls au monde. Ça veut dire qu'on doit se positionner sur des marchés d'excellence et aller vers un produit élitiste. Mais après, sorti de là, les gens vont bien continuer à manger. Ce que je disais tout à l'heure sur l'étiquetage, je ne suis pas sûr que le consommateur européen, il accepte qu'on lui refile
du bœuf aux hormones qui a été fait en feedlot, avec du soja transgénique fait avec la destruction de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, il en mange, ça lui pose pas de soucis. Enfin, je veux dire, non, mais que les gens ils en mangent, c'est évident. Non, mais ce que je veux dire, ils en mangent. Qui consomment plus que ça, tu vois, ça. Ouais. Et ça les préoccupe mais même parce pas. mais parce qu'on leur cache. On leur cache. Ou on leur dit pas, quoi. Bah, on leur cache à un moment donné. Toi, t'as déjà vu une barquette étiquetée dans le Leclerc ou l'Intermarché du coin, viande d'Amérique du Sud? Moi, j'en ai jamais vu. Pourtant, ils s'en mangent aujourd'hui, quoi. Ça veut dire qu'on leur cache, quoi. Enfin, je le redis, mais si demain matin, dans les lasagnes, il y a un logo Brésil, parce que c'est du bœuf brésilien dans les lasagnes, à mon avis, l'industriel qui sera obligé de faire ça, il en vendra moins, quoi. Alors, peut-être on fera des générations de végans, j'en sais rien. mais je crois qu'il y aura encore des gens qui vont manger de la viande et qui considéreront leurs produits intérieurs un peu différemment. Après, on bute sur des problématiques. C'est qu'aujourd'hui, on a tous fait, enfin, pas moi, mais il y en a qui font le dry January. On commence à te parler du du vegan January, quoi. Ouais. Et dans la tête du consommateur, ça, je le vois beaucoup à la radio. Dans la tête du consommateur, quand on dit viande, c'est viande rouge, quoi. Le poulet, ça compte pas, quoi. Les nuggets, ça compte pas. Ça compte pas. Et je trouve qu'il est en train de se jouer quelque chose, mais de l'ordre d'un changement de civilisation là-dessus, quoi. Ouais. C'est que le peu de viande que les gens mangeront demain, ce sera peut-être un tout petit peu de porc et puis surtout de la volaille, quoi. Ouais. Parce que aussi c'est plus accessible aussi en prix. Mais c'est évident. C'est évident. N'empêche que si... Enfin, moi, j'ai fait pendant presque 20 ans de la vente directe. Aujourd'hui, il y a des cadres sup qui me commandaient de la viande pour faire un pot-au-feu le dimanche quand ils recevaient, quoi, Ouais. tu vois. C'est qu'à un moment donné, le plat du pauvre, il redevient un plat de gala, quoi. Hein. Ouais. Et je pense que commercialement, on doit jouer ce jeu-là, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tout passe par l'industrie, mais les industriels, ils doivent peut-être réinventer une consommation de bœuf un peu différente, quoi. Ouais, bah, puis qualitative, parce que c'est pareil, quand tu prends 2 morceaux de viande, tu vas, je sais pas, à n'importe quelle grande surface, et puis chez un boucher, ou même dans une grande surface, mais qui ferait bien son boulot, chez un boucher, ça a été un peu maturé, dans les zones de production, il y en a beaucoup. Voilà. Tu te dis, là, tu te ferais vraiment plaisir. Des fois, moi je me rappelle, tu sais, mes parents étaient éleveurs. Je devrais pas dire ça, mais ils étaient éleveurs et tout. Puis on mangeait, et j'entends encore mon père dire, oh là, j'ai encore de la viande de chez Leclerc que t'as acheté, c'est imbouffable et tout. Parce que en fait, elle est mal coupée, pas maturée, tout ça. Et du coup, tu as une expérience qui est pas terrible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est évident. C'est évident que si tu prends soin du consommateur, il te le rend. Petit intermède pour te demander qu'est-ce que tu fais le 23, 24, 25 février. Je ne sais pas encore, mais peut-être que tu vas monter à la capitale. Parce que déjà, 1, il y a le salon de l'agriculture, mais 2, il y a le SIA Pro, le salon pro, pendant le salon de l'agriculture, dans lequel tu trouveras des exposants, des conférences et la possibilité d'échanger entre les conférenciers et les participants sur des sujets importants. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toi, agriculteur ou personne qui travaille dans l'écosystème agricole. C'est des sujets pro. On t'invite tout de suite à aller sur le site de SIA Pro, regarder les sujets et puis, sait-on jamais, télécharger ton billet. Alors, pendant qu'on était en train de parler d'élevage, on va revenir sur toi, Didier, et on va essayer de comprendre c'est quoi une journée type la semaine. Il y en a plein des journées types. Dans ton élevage. Il y a la journée où je suis à 100% éleveur et puis il y a la journée où je viens faire un tour à Paris. C'est quand même pas la même journée. Mais bon, une journée d'éleveur type, c'est réveil à 6h, et puis fin des opérations suivant la saison. 19h maxi, 19h l'hiver, avec un petit tour la nuit, des fois ça peut arriver, et puis l'été, 19h30, 20h, quoi. Voilà. C'est quand même plus cool normalement quand elles sont au pré. Ouais, mais enfin, faut pas avoir beaucoup de céréales pour que ça bouche vite les trous de l'élevage, quoi. Hein. Faire un peu de foin, faire un peu de récolte, les trous des céréales avec une année climatique comme on en a vécu une en 2004, voilà, t'es sous la pression tout le temps quand même. 2024, ouais. Et puis après, il y a une autre journée, c'est celle où je suis à Paris au Grand Gueule, quoi. Là, c'est un peu plus sportif, quoi. Ouais. Réveil à 4h. Maxi, ça peut être 3h30, soin des animaux, la douche, le TGV,
les grandes gueules de 9h, la moto-taxi d'abord, les grandes gueules de 9h à midi, un petit tour au restaurant et tout de suite ressauter dans le train pour redescendre 16h à la maison. Ah ouais. Et le boulot du soir. Ça, Quoi. une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Bon, on aura l'occasion de reparler des grandes gueules un peu. T'as 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Comment ils regardent l'élevage? Qui sont grands maintenant. Ça les ben, intéresse, ils regardent non. ça de loin, ils sont Non, partis. non, ils eux, veulent ils sont plus entendre partis. parler. Non, je crois pas qu'ils ont de vrais problèmes avec ça, mais ils ont fait leur vie autrement, quoi. Il y a personne qui avait comme projet de revenir sur l'exploitation. J'ai une fille qui est secrétaire dans une boîte qui fait de la sous-traitance pour l'armée, qui a bossé dans un groupement de producteurs avant et qui bosse dans une boîte qui fait de la sous-traitance pour l'armée, qui est mariée maintenant. Et puis mon fils, il vit du sport, voilà. Il vit de sa passion. Donc voilà, c'est... En plus, toi qui as tout construit, puisque tu n'avais pas d'origine agricole et que tu l'as monté, cet élevage, avec tes bras, et ça te fait quand même un peu quelque chose. Alors pas complètement, parce que j'ai repris un cheptel qui fonctionnait et qui faisait de l'art pro déjà. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui va se jouer bientôt là sur l'envie ou pas de transmettre ta génétique, quoi. Voilà. Tu vois, là, je suis un peu en train de décapitaliser parce que je vais me retrouver tout seul. Faut sacrifier des lignées, c'est un peu un crève-cœur, mais en même temps, c'est la vie d'une exploitation. C'est vrai que si je trouvais le moto un sympathe qui a... Mais il faut pas se mettre ça en tête parce que c'est déjà restrictif. Quand tu dis transmettre à quelqu'un qui veut faire la même chose que toi, c'est déjà restrictif. Il fera forcément différemment. Mais oui, mais après, voilà, il y a encore quelques jeunes qui s'installent et qui ont envie de faire de la génétique. Enfin, tu vois, depuis 10 ans, j'ai commencé de travailler un petit peu le sans corne. J'ai un cheptel aujourd'hui qui est à 60% sans corne, qui fonctionne plutôt pas mal. T'aurais envie d'installer un associé comme toi t'as été installé Non, parce que je suis en train de retailler une petite exploit, quoi. Voilà. 60 vélages, 100 hectares, donc t'as pas la place pour en mettre 2. Mais du coup, l'idée, c'est quand même d'avoir une petite exploitation viable et vivable. Parce que je vois aussi quand même des voisins qui sont dans des exploitations viables, mais qui sont plus vivables et qui sont devenus intransmissibles. Quoi. C'est ça, c'est la dernière génération qui est dessus, quoi. Ben, c'est surtout qu'à un moment donné, dans une société qui s'individualise, où tu veux plus faire de concessions, où tu as du mal à travailler en commun, avoir des boutiques comme on en voit, tu te dis, mais putain, comment ils vont faire à la fin, quoi. Enfin, tu vois, je parlais avec un jeune là, de 23 ans, il n'y a pas longtemps, qui rentre dans un GAEC de 3 associés de 60 à 50. Donc le premier part en retraite, tu remplaces le premier, quel tonton. Comment tu te projettes quand tout le monde va partir en retraite, c'est quand même un truc un peu chaud, quoi. Mais je pense qu'il y a des gros GAEC qui vont redevenir plusieurs exploitations individuelles. Voilà, ça je le pense. Et moi, quand j'étais au JA, je me suis toujours battu pour ça. Il faut que les exploitations soient viables. Il faut aussi qu'elles restent vivables, parce que j'ai été dans un noyau de gens qui vivaient tellement mal leur métier que plusieurs se sont suicidés. Et quand l'exploitation elle est plus vivable, c'est compliqué. C'est presque aussi compliqué que viable, quoi. Et pour le coup, il y a une certaine fierté aussi dans l'agriculture, où même quand c'est compliqué, tu vois, il peut des fois avoir une porte de salut, dire j'arrête avant que ça soit trop. Mais on a du mal à... c'est très compliqué, quoi. Je vais te présenter une nouvelle vidéo d'un nouvel agriculteur. Bonjour Didier, moi c'est Jérémy, alias Tonton sur le réseau. Je suis comme toi, je suis une grande gueule, j'aime pousser des coups de gueule. Mais j'ai vu que ton souhait, on va dire que ce que tu voudrais un jour faire, c'est l'émission En Terre Inconnue. Mais ma question est, quand tu vas arriver dans ce pays, en terre inconnue, qu'est-ce que tu vas leur apprendre en premier? L'agriculture ou le savoir-vivre ensemble? À la française, à la campagnarde. Allez, j'attends ta réponse. Merci. Merci tonton. Merci tonton. Tu voulais faire Terre Inconnue? Ouais, c'est un grand rêve. Ouais, j'adore cette émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Ouais, je trouve que c'est une expérience de vie formidable. Pour répondre directement à la question, je pense que quand tu fais ce genre de voyage,
t'as pas grand chose à apprendre, t'apprends Ouais, plutôt t'écoutes, des gens, ouais. quoi. T'écoutes ces peuples qui sont à des endroits tellement reculés qu'ils ont pas conscience, même sur qu'est-ce que ressemble le reste de la planète, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui est. Ouais, et puis le concept de dire tu montes dans l'avion, tu sais pas où tu vas. Donc Didier, candidate. Ouais, mais j'ai déjà croisé Frédéric Lopez à l'époque où c'était lui qui présentait, j'en ai déjà parlé avec lui. Mais il faut être plus célèbre que je le suis pas pour faire cette émission. Ouais, je trouve que ce concept-là est formidable. Après, c'est d'abord aussi les liens humains que tu peux tisser, quoi. Et je trouve, enfin, tu vois, regarder cette émission, ça m'aide à relativiser nos problèmes d'agriculteurs parce que l'agriculture c'est aussi vieux que l'humanité et partout dans le monde, y compris là où ils ont rien, 100% de leur énergie, de leur temps et de leur pensée sont consacrés à produire de quoi se nourrir. Et je trouve que voilà, je trouve que c'est un bel exemple que de montrer ça, y compris dans ces sociétés tellement reculées qu'ils n'ont même pas conscience du monde qui les entoure. Même si ça change et si l'équipe à Frédéric Lopez peine de plus en plus en fait à trouver les peuples qui vont voir, quoi, parce que des endroits du monde tellement reculés, il y en a quand même de moins en moins. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait une diffusée là au moment des fêtes. Comment il s'appelle, Casagrande là qui fait les Casa. Je sais pas. Le présentateur, c'est sa dernière émission, donc ça va rechanger de présentateur. Mais c'était l'ancienne Miss. Casagrande. Et oui, ça va être une ancienne Miss qui va reprendre le flambeau, je crois. Et du coup, je trouve que ça a évolué avec le temps et le fait de savoir qu'il reste encore sur cette planète des agriculteurs totalement en autonomie, avec des problématiques qui ressemblent plus à ce qu'étaient nos ancêtres, quoi. Ça a quelque chose de... Ouais, ça m'interloque de connaître et de découvrir ces mondes-là. Ouais. Est-ce que tu peux pas l'organiser en disant aux Parisiens de venir en rendez-vous terre inconnue en Saône-et-Loire sur un élevage de charolais? Ça a souvent été une blague. Voilà, quand j'ai des auditeurs virulents, je leur dis que je peux les prendre en stage. En même temps, je suis devenu un vieux paysan individuel qui supporte plus personne à mes côtés parce que. Mais voilà, je trouve que. Il y a un décalage en fait entre une certaine tranche de la population. Ah bah ça c'est évident. Et même chez nous en fait des rythmes de vie ou de fonctionnement. Non mais ça quand je dois me présenter sur ce que je suis au Grand Gueule, c'est quelque chose que je dis. Ouais. Je défends à la fois mon métier mais pas que. Je défends un mode de vie qui tend à disparaître. La France profonde, tu dis. Oui. Parce que je crois que le mode de vie rural tel qu'on le vit quand on est agriculteur, et c'est quelque chose qui tend à disparaître dans nos sociétés occidentales, pas que la nôtre, quoi, mais dans nos sociétés occidentales. Donc il y a quand même une paire de sujets où je comprends pas toujours ce que les gens me racontent, et eux ils comprennent pas toujours ce que moi je raconte, quoi. C'est que, enfin voilà, quand tu parles, enfin ça m'est arrivé, des écolos qui t'expliquent qu'il faut plus de bagnole en ville et tout ça, et puis que t'expliquent que toi, pour choper une baguette de pain, il faut faire 4 km, quoi. Enfin le vélo électrique je veux bien, quoi, mais c'est quand même un peu compliqué, quoi, la vie et moi je suis pas le plus à plaindre, hein. Je suis pas dans une zone complètement désertifiée, quoi. N'empêche qu'il y a dans mon quotidien de rural, ça va plus loin qu'agriculteur, de rural, des choses que 70% de la population peuvent pas comprendre, quoi. Du coup, on le sait tous, t'es aux Grandes Gueules, t'es un défenseur de l'agriculture aux Grandes Gueules. Comment t'es arrivé là? C'est parce que toi aussi t'es une grande gueule? Parce que ça fait 16 ans que t'es là-bas, j'ai pas attendu de faire une émission de télé pour être une grande gueule. ça c'est évident. C'est d'abord le syndicalisme. Hein. Comment t'as repéré? Enfin, comment ça s'est passé la première fois? Ça s'est fait comme ça en fait. Ça s'est fait que moi j'ai toujours milité aux jeunes agriculteurs pour que notre parole elle soit plus présente dans les médias, pour que voilà. J'ai toujours dit il faudrait quand même qu'on existe plus dans la société. Par rapport à ce que je défends, par rapport à ce qu'on défendait à l'époque. Donc il y avait eu une agricultrice qui avait fait un bout d'essai aux Grandes Gueules et puis elle avait changé de vie, elle n'était pas restée. Donc il y avait des contacts qui s'étaient noués entre l'attaché de presse de JA National
de l'époque et le producteur de l'émission. Et quand j'ai arrêté, j'avais 34 ans et demi, quand un Chez copain... IGA, ouais. Un copain du Gers est devenu président, j'avais mis un peu les mains dans les élections, ça avait été compliqué, la bagarre entre régions, elle y est à chaque fois. Et il me dit, allez, tu viens avec nous. Moi, je dis, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps d'être 3 jours par semaine à Paris, parce que si tu vas pour pas peser sur les décisions, ça sert à rien d'y aller. Par contre, je veux bien filer un coup de main sur quelque chose de plus ponctuel, tout ça. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai été faire une émission à l'essai. Puis ça fait bientôt 17 ans et j'y suis toujours. Ouais. Ça Voilà. a plu. Ouais. Voilà. Et par rapport à ça, est-ce que tu as constaté une évolution entre maintenant et il y a 17 ans sur les sujets que vous traitez, sur justement je sais pas, juste un témoignage de la société, puisqu'en fait tu... Ouais, ce qui est évident. Alors, ce qui est évident, c'est à la fois les médias. Enfin, le cheminement, c'est quand même qu'à l'époque, c'était une émission de radio. Ouais. Que de radio. Que de radio. Qui faisait 11h, 14h. C'était mieux pour un éleveur, ça. Non, mais du coup, tu vois, c'est pas vraiment le même public qu'aujourd'hui, que c'est une émission de radio et de télé et de podcast. 9h midi, c'est plus vraiment déjà la même émission. Ça reste les grandes gueules, avec l'ADN des grandes gueules. Et la particularité que autour de la table, les chroniqueurs, c'est pas des professionnels de la chronique, mais c'est bien des professionnels qui bossent tous les jours dans leur vie professionnelle, qui sont pas des superstars des médias. Voilà, cet ADN-là, il demeure. Ça a été beaucoup copié, mais jamais égalé. Aujourd'hui, des émissions avec des chroniqueurs, il y en a partout. Les grandes gueules, ça reste un ADN particulier où personne t'écrit les réponses avant que tu arrives, quoi. Voilà. Après, dans les sujets, j'ai aussi vu un peu le changement de la société et à la fois l'évolution d'une chaîne d'info, quoi, où on est quand même de plus en plus dans la dernière phrase qui fait le buzz, quoi. Voilà. Ça, je le regrette parfois, mais alors, à chacun d'en faire un vrai sujet de fond, de débat entre nous, mais on part des fois de brèves ou d'infos qui sont... Ouais, c'est qui quand je suis dans ma ferme, me passe complètement au-dessus de la tête, quoi. Ouais. Ça m'oblige à m'intéresser à des sujets qui d'habitude me passent au-desur de la tête. Après, t'as pas le droit de dire non, mais ce sujet, je m'en fous, j'ai pas envie d'en traiter. On a une petite chronique, je m'en fous pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose de sympa aussi. Et pour moi, c'est un vrai exercice que dans un truc qui apparemment, dans mon quotidien de paysan du fond de la Saône-et-Loire et Charolais, me passe complètement au-dessus de la tête. Si tu réfléchis bien, il y a forcément un truc qui te ramène à ta vie, dans toute info, dans toute rubrique chien écrasé qui apparemment ne touche pas. Il y a moyen de rattacher l'analyse à quelque chose qui est dans ton quotidien. Voilà. C'est ça qui est un vrai exercice, mais en même temps, je le fais maintenant sans m'en rendre vraiment compte. Après, c'est une vraie richesse des gens qui y a autour de la table, quoi. Et ça reste une émission bienveillante. Malgré sa gueule. Non, mais les deux mecs qui sont les journalistes qui conduisent les débats, c'est des gens bienveillants, quoi. Ils sont pas là pour te baiser, ils sont là pour mettre en avant, en valeur ta réflexion. J'ai été beaucoup sollicité par d'autres émissions où j'ai refusé d'aller parce que les gens sont pas bienveillants autour de la table. Voilà. C'est là où je te dis, l'émission, elle est souvent copiée mais jamais égalée, quoi. Justement, toi, ta place d'agriculteur parmi plein de chroniqueurs qui ont différents métiers, est-ce que tu te sens comme les autres, moins bien que les autres, regardé comme une bête de foire parce que tu es l'agriculteur, les gens connaissent pas, enfin, comment tu te sens, en fait? Il y a quelque chose, il y a une espèce d'évolution où, je le dis souvent, mais les gens qui disent de mal du nous dans les médias, c'est pas qu'ils ont une haine des agriculteurs, c'est qu'ils savent pas, bien sûr. Ouais, ils connaissent pas. Ils savent pas. Et donc du coup, depuis un peu plus de 15 ans, j'ai vu aussi le regard des gens qui font l'émission avec moi évoluer sur c'est quoi mon quotidien, quoi. Parce qu'avant que j'arrive, ils ne savaient pas, quoi. Jamais un agriculteur leur a décrit c'était quoi une journée de travail des agriculteurs. Et du coup, ça force un peu le respect. Après, derrière ça, on a tous nos particularités, on a tous notre vécu, nos tics de langage, nos niveaux d'instruction, qui fait que
Cette mayonnaise, elle prend toujours, ça fait 20 ans, hein, on est en train de fêter les 20 ans de l'émission, donc on a fait un prime time. Il y a aujourd'hui une tournée, une fois par mois les vendredis, là on est dans une ville de province. C'est des succès phénoménaux. Même quoi. sur des barrages de manifestations l'année dernière, je crois. Alors, l'année dernière, c'est moi qui les ai envoyés à la manif, ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que par rapport au public, quoi, c'est des succès phénoménaux. Quand les grandes gueules débarquent dans une ville, je vais pas te dire qu'on est attendu à la gare, mais les gens cherchent dans quel resto on est pour venir faire des selfies. Et puis quand l'émission démarre, alors ils font ça sous un petit chapiteau chauffé, là. Et le chapiteau, il est plein, quoi. Il est plein, quoi. L'engouement des gens, c'est un truc... qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai mesuré, quoi. Le fait que tu es devenu un personnage public, mais je le suis devenu sans m'en rendre compte, quoi. Bah ça, puis la moustache, ça aide. Non, mais certainement. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, tu croises des gens qui disent, bah, vous êtes ma grande gueule préférée, j'adore ce que vous dites, tout ça. La première fois qu'on te dit ça, tu te sens un peu con, mais à la fois tu le prends. C'est gratuit, ça coûte rien, ça fait du bien, quoi. Et puis voilà, enfin, quand tu reçois, les hommages du public, c'est quelque chose c'est là que tu vois que l'émission, c'est un vrai phénomène, alors pas de société, mais c'est un événement du PAF. C'est une émission d'ailleurs qui progresse toujours, en nombre de... Toujours. Alors, il y a quelques fluctuations sur la radio, parce que la radio, c'est Médiamétrie, c'est tous les trimestres, donc c'est un peu fluctuant, suivant les grilles de programmation des autres chaînes et tout ça. Mais à la télé, c'est quelque chose qui progresse toujours. Les podcasts, ça progresse. Cette émission est en perpétuelle... évolution et prise de part de marché depuis 20 ans. Alors, justement, on va regarder aussi ce qui traîne un peu sur les réseaux. Et il y a des petits bouts d'émissions qu'on a retrouvés. Après un petit passage sympa. Attends. Nous sommes des grands singes. Écoutez, je peux vous concéder ça. Nous allons et revenir soyez des grands végétalien dans votre coin, ça me dérange pas. Par contre, il y a un truc dans votre livre là. Et ça, avant 13h, vous voyez, il faudra qu'on en parle, quoi. Il y a 4 c'est pages, maintenant, parce que là, c'est il y a 4 pages dans ce livre-là qui comparent l'élevage et la Shoah, quoi. Tout à fait. Vous voyez, il y a une chance pour vous, c'est que où habite mon grand-père dans le fond de la France, là-bas, RMC, ça passe pas très bien, quoi. Parce que mon grand-père, il était résistant. Les nazis, il les a connus. Mais pour de vrai, monsieur, hein, il les a connus. Alors que son petit-fils se fasse traiter de nazi pour la simple raison qu'il est éleveur, monsieur, et ben ça, je trouve ça intolérable. Mais quoi cette comparaison avec la Shoah ? C'est une comparaison. Thomas Lepelletier. Voilà, tu l'as bien retenu. Ah oui, tu l'oublies pas comme ça. Quand tu es obligé de lire le livre en entier, tu l'oublies pas. Ouais, c'était un courant de véganisme, professeur à Oxford. C'était le début du véganisme. C'est le début du véganisme et cette doctrine qui veut t'emmener de force là où ils veulent aller, ils utilisent tous les arguments, quoi. Ils expliquent que l'élevage, c'est la Shoah, quoi. Ils comparent les camps de concentration. Alors, quand tu regardes certaines images de feedlot, tu te dis, il y a peut-être pas vraiment d'écart, mais voilà, tu peux pas faire des amalgames comme ils le faisaient et comparer un feedlot et un élevage charolais, quoi. Tu peux pas, ça c'est pas possible. Parce qu'on mettra le lien en descriptif, mais là j'ai coupé avant la fin, mais dans l'extrait, il continue, quoi. Il dit oui, il dit pas je me suis trompé ou excusez-moi, il dit oui, quoi. Il assume. Non, mais tu vois, et c'est globalement une des problématiques que je recroise très souvent, alors pas que dans mon métier, quoi. Ces références douteuses à l'histoire, là. Enfin, les gars, ils ont se faire traiter de nazi parce que tu fais ci ou parce que tu fais ça. À un moment donné, il n'y a pas grand monde qui l'a vécu, ça, parce que s'ils y avaient été, ils auraient peut-être fait gaffe à ce qu'ils disaient, quoi. Je trouve que oui, c'est trop facile de traiter les gens de nazi, quoi, aujourd'hui. C'était quand même une période de l'histoire qui est quand même un peu compliqué, qui a des origines, qui a une histoire, et quand tu l'as vécu, je pense que déjà t'en parlais beaucoup moins qu'ils en parlent pas aujourd'hui, et puis t'as du respect parce que t'as connu des copains résistants qui ont été fusillés, parce que t'as connu ci, parce que t'as connu là, t'as vu des gens se faire déporter, et à un moment donné tu peux pas traiter tout le monde comme ça parce qu'il a fait une phrase ou parce que
Et là, en l'occurrence, parce que j'étais éleveur, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, c'est juste ton imbuvable. étiquette, Après, quoi. ça fait partie des grands coups de gueule. Après, j'en ai eu quelques autres, mais on retient quand même souvent un peu les grands coups de gueule, alors qu'il y a des vrais beaux moments de tendresse. Il y a des choses plus. On n'a pas retrouvé les séquences où tu tombais amoureux. Plus tranquilles. Il y en a pourtant, il y en a. Il y a des séquences plus tranquilles, ouais. Il y a C'est déjà vieux, hein, quand même, ça. Ouais. Parce que c'était j'avais la moustache bien Ouais, colorée, pas blanche, Ouais. et c'était qu'à la radio à l'époque. Ouais. Ce regard sur justement manger de la viande, pas manger de la viande, c'est pareil. Toi, tu l'as vu évoluer là, ou est-ce que c'est l'effet de mode et dans tes chroniqueurs, dans les invités, tu sens qu'il y a des choses qui évoluent ou Bah, plus dans les auditeurs. Du coup. plus dans les auditeurs? Bah oui. Après, voilà, au début j'y étais, ça me foutait dans des colères phénoménales et je me dis aujourd'hui, c'est une évolution de la société, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Hein. Et j'aimerais bien qu'on leur rappelle que les nuggets, c'est de la viande. Ouais. J'aimerais bien qu'on leur rappelle, mais après, si on pouvait en rire au début, voilà, c'est une lame de fond qui détruit notre métier. Moi, je peux comprendre qu'il y a de la viande industrielle qui est pas bonne à la société. N'empêche que s'il y a un truc qui est pas bon à la société, c'est d'abord les nuggets. Parce que si personne sait comment c'est fait les nuggets, moi, je vais vous le raconter, quoi. On fait décanter ce qui reste sur les os, on le fait décanter, on en refait une pâte et avec ça, on fait des nuggets de poulet, quoi. Quand on a tout épluché les carcasses. Donc... voilà, moi, C'est pas la on haute peut pas gastronomie, tout hein. comparer, quoi. On Ouais. peut pas tout amalgamer, mais tout comparer. Et puis si certains ne veulent pas manger de viande, bah voilà, ils sont libres, mais qu'ils me fassent pas chier, quoi. Hein. Qu'ils aillent pas tourner en caméra cachée dans les abattoirs pour essayer d'emmener tout le monde dans leur doctrine, quoi. Hein. Après, d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que ça progresse plus, cette idéologie-là. Ouais. Le Pelletier était un des premiers très très extrémistes. Derrière ça, il est venu L214, tout ça. Mais je pense qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt quand ils se sont attaqués aux boucheries. Ouais. Parce que finalement, dans les quartiers, les gens étaient attachés à leur boucherie. Bah quoi, ouais, hein. ouais. Et voilà, ça existe. Il y a des choses qui progressent dans la société. Plus ci, plus là. Plus de corrida, plus de... Enfin, moi, je veux bien tout entendre, mais vivez comme vous avez envie de vivre et puis arrêtez de faire chier les autres, quoi. Enfin, mais tu veux pas aller à la corrida parce que c'est barbare. Bah, tu vas pas à la corrida, mais t'empêches pas ceux qui sont nés dans cette passion-là d'aller à la corrida, quoi, je veux dire. C'est le respect des c'est le respect des traditions, c'est le respect des choix, oui. Enfin, je pense que c'est la liberté, tout simplement. Hein. Ouais. Bon, il y a des invités où des fois tu t'engueules avec. Est-ce qu'il y a des invités qui t'ont surpris ou qui t'ont inspiré? Des gens que tu as découverts, limite tu les suis encore depuis que tu les as vus. Des invités. Ouais, des gens que tu as Ouais, croisés. des dans gens que ces j'ai croisés au émissions qui Grognol. t'ont- Ouais, il y a forcément des coups de cœur, des gens. Oui, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés. J'ai été très marqué par un des frères Kahn. Alors attends que je te dise pas de conneries. Il y avait Jean-François Kahn et son frère, c'est Alex Alex Kahn. Non, Alexandre, c'est le fils. Oh Je sais là plus là. son frère. Mais On enfin, va faire une toujours recherche. est-il qu'il y en avait un qui était généticien et Ouais. qui, voilà, un niveau de. Puis après, j'ai croisé quelques grands sportifs. Ça, Ouais. c'est quand même moi qui ai cette culture. J'ai fait une émission avec Teddy Riner quand il rentrait des championnats du monde où il avait gagné son 10e titre. Voilà, j'ai croisé Laure Manodou, j'ai croisé des gens comme ça. Voilà, puis à RMC, il y a aussi quelques grands sportifs. Qui me connaissent, que je connais, avec qui on échange, ça c'est un truc sympa. Et puis après, oui, de temps en temps, un acteur. Ça m'arrive d'avoir un coup de cœur pour un jeune politique que personne ne connaît, tout ça, en me disant, tiens, celui-là, il est différent, puis tu le recroises 10 ans après, puis il est pareil. il est rentré dans le moule, quoi. Le parti l'a tué, quoi. Allez, je te présente une autre actu qui était sur les réseaux. Doit aujourd'hui être beaucoup plus exigeant. Ça n'est qu'une signature. Et je vous rassure là aussi, pour tous ceux qui pensent que tout serait perdu et que c'est un effacement de la France que la Commission ait signé l'accord avec le Mercosur. La longévité me donne un privilège, c'est d'avoir peut-être un peu de recul. Et j'ai déjà signé un accord Mercosur, plus exactement assisté à une signature au G20 d'Osaka. Il a ensuite été balayé parce que les mêmes qui l'avaient signé n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. C'était le début du Brésil de M. Bolsonaro. Donc je vous rassure, la messe n'est pas dite, dirais-je en bon laïc, dans ce palais républicain. Mais on continuera de défendre
avec force la cohérence de nos engagements. Et donc politique commerciale cohérente. Bon, tu le crois là, notre président là-dessus, sur les accords du Mercosur, Oui. sur la posture de la France? Oui, techniquement, les accords du Mercosur, c'est pas fait, parce que ça doit encore passer devant le Parlement, il y aura un débat devant le Parlement, et c'est à la fin la Commission qui tranchera. N'empêche qu'aujourd'hui, la position de la France, même si elle a quelques... Je pense que devant le Parlement, elle aura quelques alliés, tous les nationalistes de tous les pays d'Europe sont contre cet accord. N'empêche que la position de la France et la position de Macron est hyper affaiblie en Europe. C'est aussi la position de Macron dans l'Europe que ça traduit. Le jour où il est empêtré dans sa désignation de Premier ministre, Von der Leyen se dépêche d'aller signer. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire sur le couple franco-allemand, sur l'hégémonie de la France dans la construction européenne. Ça, c'est évident. Après, où il a raison, c'est que cet accord, il traîne depuis 20 ans. Il y a quand même un gros lobbying de l'énergie, enfin de l'industrie allemande, et pas que automobile, mais l'industrie allemande. Ouais. Il y a certainement des trucs qui vont se signer. Et de toute façon, ce qui est terrible pour nous, c'est-à-dire la viande, le sucre, il y a quoi d'autre comme filière encore ? Le sucre, un peu le soja, même si on n'en produit plus, c'est quand même des filières où on n'est pas autosuffisant. Donc, on n'est plus autosuffisant. Enfin, voilà, en tout cas, on n'est plus parce que perdu les des parts de marché, parce qu'on a laissé aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faudra pour moi, on ne pourra pas vivre en vase clos. Voilà, moi j'attendrai que l'Europe protège ses frontières extérieures et une libre circulation à l'intérieur. Mais même à l'intérieur de l'Europe, on a déjà des conditions de production qui sont différentes. Quand tu produis des fraises en Espagne ou des fraises dans les Pyrénées orientales, c'est à 15 bonnes d'écart, mais tu n'as pas droit au même produit. Donc ça, c'est juste impossible. Après, derrière ça, je pense que il faut quand même que l'Europe essaie de conserver un minimum de clauses miroirs. Ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est les conditions de production équivalentes. Enfin, tu vois, en fait, elle en met pas. En réalité, c'est du blabla parce qu'elle l'utilise très très peu, je crois. Si, elles y sont. Sauf que dans l'Europe, il n'y a personne pour le vérifier. Quoi. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, c'est comme les agents des douanes européens, ils sont 5 pour toute l'Europe, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, quand il y a un bateau de viande d'Amérique du Sud congelé qui vient au Havre, il n'y a personne pour aller contrôler ce qu'il y a dedans. S'il y a des hormones, parce que les clauses miroirs, elles y sont. Aujourd'hui, sans signer l'accord du Mercosur, il y a des tonnages qui viennent d'Amérique du Sud. C'est interdit qu'ils arrivent avec des hormones, mais il n'y a personne qui le contrôle. Voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on travaille 2 axes à l'intérieur de l'Europe pour protéger notre marché intérieur, parce que Donald Trump, il va le protéger, son marché intérieur. Donc pourquoi nous, on ne le fait pas ? C'est qu'on se donne les moyens de faire appliquer ces clauses miroirs et qu'on aille vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ce qui arrive, à la fois social, et en termes de conditions de production, de produits, d'hormones, ces choses-là, elles sont quand même essentielles, parce que derrière ça, il y a la sécurité sanitaire. Et 2, qu'on travaille à l'interne sur un étiquetage clair qui donne les moyens aux consommateurs de pouvoir faire son choix. Tu vois, un Chinois qui veut importer des bagnoles en Europe, il n'importe pas les bagnoles de chez lui. Il les met aux normes européennes pour venir sur le marché européen. Ouais. Pourquoi on doit le faire avec des bagnoles et on ne doit pas le faire avec du bœuf ? C'est ce qui paraît fou. En fait, on ne se pose pas la question. Quoi. Les poulets, on les javelise. Le bœuf, on y fout des hormones, des antibiotiques. Et ça pose de problème à personne. Et on sait que ça se passe. Et il n'y a personne qui va vérifier dans quelles conditions c'est produit. Enfin, moi, je trouve juste que c'est indécent. Alors qu'il y a plein de filières où on est capable de faire. Quoi. Quand tu achètes du café ou du chocolat, tu vas voir comment c'est produit dans les pays. Tu fais ton cahier des charges. Aujourd'hui, il y a des démarches autour du commerce équitable, que ce soit en café ou en chocolat, Max Havelaar, entre autres. Ces gens-là, ils ont un cahier des charges. Les producteurs des pays qui sont plutôt sous-développés, ils y vont, ils prennent le cahier des charges et il y a des gens de ces boutiques-là qui vont sur place vérifier si le cahier des charges est appliqué. Mais pourquoi on fait ça en café, en chocolat ? On ne le fait pas en viande, on ne le fait pas en lait, on ne le fait pas de toutes les viandes. Je trouve que c'est quand même un peu une injustice. Quoi. Ça intéresse peut-être des personnes.
de pas trop surveiller. Ou des Non, mais structures, il y a un vrai enjeu de la part des industriels aussi d'avoir des contingents à moins cher, hein, ça c'est évident. Allez, dernière petite info qu'on a pris sur les réseaux. Donc là, c'est pas une vidéo, je te laisse le lire. C'est une petite. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec L214, l'abattage rituel est une horreur. Il doit être interdit en France sans étourdissement au préalable. Perso, je refuse systématiquement ça. Pour mes animaux, c'est vraiment insupportable qu'on y mette fin. Tout à fait. Sujet compliqué, ça. C'est depuis le début où je me suis frité avec les gens de L214 et tous ces gens, tous ces animalistes qui m'imposent des conditions de bien-être. De faire d'abord le ménage là-dedans, quoi. L'abattage rituel aujourd'hui représente des parts de marché considérables, surtout en bovin et en ovin. Parce que par défaut, on fait comme ça. Pour se dire comme ça, je suis sûr que ma viande. Voilà. Pour pas se priver de certains marchés, on fait ça par défaut. Alors après, c'est quand même des zones précises. Enfin, je me rappelle d'une polémique où Marine Le Pen avait dit il y a 100% de la viande abattue en Île-de-France qui est halal, sauf que il s'abat 7 vaches dans toute l'Île-de-France parce qu'il n'y a plus d'abattoir. Tu vois, il y a peut-être un abattoir halal dans toute l'Île-de-France, mais oui, tu as raison. C'est parfois de la, enfin, c'est jamais de la simplification. Voilà, j'ai été le voir de près dans des grands abattoirs, c'est quand même un bordel pour eux. Dans des chaînes d'abattage où le niveau de productivité c'est à peu près toutes les 65 secondes. En gros, la carcasse, elle avance devant les opérateurs toutes les 65 secondes. L'abattage rituel où ça prend 40 minutes en départ de chaîne, il bouleverse un peu la rentabilité et le rythme des gens. Donc, ils le font jamais par simplification. Mais aujourd'hui, c'est des parts de marché. Et pour choper certains marchés, il faut attester de ça. Alors que c'est quand même une barbarie, disons-le. C'est une barbarie. Une vache, ça a 60 litres, entre 60 et 80 litres de sang. Pour se vider de son sang, ça se débat pendant quelques minutes quand même, quoi. Et voilà, Là, pour le coup, sur le bien-être... non, mais sur le bien-être, ils sont complètement attaquables. Après, si tu t'attaques à ça, tu vas foutre le feu dans certaines zones, quoi. Hein. Ouais, mais bon... C'est à un moment donné, d'un côté, on va venir t'embêter parce que t'as pas assez de mètres évident carrés dans tes vaches chez toi. Exactement, là, c'est le bon exemple. À un moment pas terrible de la fin de vie de l'animal, et puis après, ça alimente les anti-viandes, quoi. L'abattage, c'est comme les éoliennes, c'est comme les prisons, c'est super chez les autres, quoi. On veut surtout pas regarder. N'empêche que, enfin, je te dis, moi, j'ai été voir un abattage rituel les yeux dans les yeux. Hein, c'est une vraie barbarie, quoi. Bon, alors sur ce petit moment, sur cette fin de moment, on va passer à la dernière partie qui est la partie confession cornichon. Donc là, c'est la dernière séquence et après, on va bientôt terminer. Donc dans cette séquence, je vais te poser des questions. Tu peux y répondre. Et si tu n'as pas envie d'y répondre, ou si tu cherches à me rouler dans la farine, tu devras goûter un fameux cornichon. Voilà. Donc voilà, c'est des questions plus précises qui vont nécessiter des réponses un peu plus courtes. Voilà. Donc tu dis si tu veux ou tu n'as pas envie de répondre. Ton revenu annuel avec les grandes gueules autour de 20 000 euros. Putain, il le dit. C'est moche. Déjà, je perds. Non, mais je vais pas t'en bouffer des cornichons vinaigre là. Le numéro de téléphone le plus connu de ton répertoire. Alors, le plus connu, le plus célèbre ou le plus que les gens aimeraient avoir, le plus précieux ou le plus connu selon toi, la mec, la plus grande personnalité. Jérôme Bail. Non, c'était une blague. Je sais pas, un ancien ministre. Il y a plusieurs anciens ministres. Jean-Baptiste Djebari, Julien de Normandie. Voilà, ça peut être ça. Ça te va ? Ouais, ça va. Sinon, je peux te dire à la Marshall aussi. Hein. Oui, mais c'est une personnalité. Ça va. Le politique que tu trouves totalement déconnecté du monde agricole. Et on veut un nom, hein, c'est pas... Un politique totalement déconnecté. Qui est à l'ouest sur les sujets agricoles. Que tu as croisé aux grandes gueules. Ah merde, il faut que son nom me revienne. Du coup, c'est tant pis, Anne Hidalgo. J'aurais bien pris son premier adjoint, mais ça revient pas. Ah, mais c'était. Comment il s'appelle Non, Brossard. Ah, mais je connais pas. Yann Brossard. Premier adjoint en charge des transports à Paris.
une catastrophe. Bon, voilà. Donc les cornichons, vous êtes en vie, très bien. Un syndicat qui, selon toi, ne joue pas son rôle. Un syndicat agricole qui ne joue pas son rôle. Le MODEF. Ça existe encore, le MODEF? Oui, il y a encore des listes MODEF. Bon. Pour qui as-tu voté justement aux dernières élections? Pas chambre d'agriculture, mais politique. Politique. Ouais. Ah, ça y est, on l'a eu. J'ai un principe au Grand Gueule, c'est que je vis caché. Ah, enfin, on a trouvé un cornichon. Tout le monde le sait, mais ça se dit pas comme ça. Bon. Le ministre de l'Agriculture idéal, selon toi? Écoute, moi j'avais bien aimé Julien de Normandie. Ah, tout le monde dit Julien de Normandie. Mais on pourrait faire un hybride en ressuscitant Raymond Lacombe et puis Julien de Normandie, quoi. Julien de Normandie avait ce côté politique moderne, avec le sens de l'entreprise, et puis quelque chose de pragmatique, et puis Raymond Lacombe qui a été président de la FNSEA, mais jamais ministre de l'Agriculture, avait chevillé au corps le terroir, le territoire, ouais. et il avait l'accent. Hein. Il avait l'accent, et il incarnait le terroir, quoi. Ouais. Je trouve que c'est important aussi. Ça, c'est clair. Combien tu touches de la PAC chaque année? J'en ai aucune idée. C'est même pas que je veux te... Ah. Bah non, mais l'exploitation, elle est en mutation. J'ai eu touché aux alentours de 80 000, et puis maintenant que je suis tout seul, ça va faire plutôt 30, quoi. Voilà. De toute façon, ça diminue aussi les aides. Ouais, ça diminue, et puis c'est pas un gros mot, hein. Mais aides-PAC, c'est le droit aux consommateurs de bouffer gratos. Voilà. Ou pas cher. Bah, quasiment. Ouais. Maintenant, je vais te présenter des portraits de personnalités, et en un mot ou quelques mots, tu nous dis ce que tu penses, enfin ce que ça t'évoque, cette personnalité. D'accord. Ce que t'évoque. Allez, le premier. Yannick Jadot. On aurait pu s'entendre s'il avait choisi le bon cheval. Pas être dans son parti où il est, quoi, c'est ça. C'est ça. Bruno Le Maire, ma plus grosse déception. J'ai cru à ce mec-là, hein. J'ai vraiment cru à ce mec-là. Quand il était au primaire LR, avec Jacques Maillot, on aurait pu coller des affiches pour lui. Et en fait, c'est une pompe à vélo, quoi. Il n'y a qu'à voir comment il a rendu l'économie française. Ouais. Et il a failli être prof d'économie en Suisse, mais ça s'est pas bien passé apparemment. Barbara Lefebvre. Ça c'est pas de bol parce que tu risques de la recroiser. C'est pour ça que je fais gaffe à ce que je vais dire. Non, Barbara Lefebvre a quelque chose d'insupportable. C'est qu'elle est très très virulente à l'antenne. Et en fait, en privé, c'est quelqu'un de sympa. Je ne connais pas ce monsieur. Non, Julien de Normandie, mais c'est le meilleur ministre que j'ai vu dans ma carrière. Les quelques sujets agricoles compliqués, il les a résolus. Voilà. Après, peut-être on a idéalisé un mec, mais il y avait quelque chose de Chirac en lui. Voilà. Analyse, problème, décision, voilà. Moi, je l'ai chopé un jour par le callback dans un couloir des RMC en disant le loup en Saône-et-Loire, on résout quand là? Parce qu'il tombait des brebis. Alors depuis, ça a recommencé. Il m'a dit, j'ai donné des instructions, les louvetiers descendent après-demain. 4 jours après, le loup était tué, quoi. Voilà. Et ceux qui l'ont côtoyé aux affaires, ils peuvent te dire qu'il a résolu des problèmes comme ça, quoi. Ouais. Il pouvait te dire non, ça, j'y peux rien. Ça, je peux pas. Mais là où il disait je vais faire, il faisait, quoi. Et ça, finalement, des politiques comme ça, on n'a pas croisé souvent dans notre vie, quoi. Ouais. C'est peut-être parce que c'est pas un vrai politique. Mais peut-être. Allez. Ah, Angela. Ah, c'est Ursula. Ah, Ursula. Ursula. Oui, j'ai dit Angela, mais un peu Angela des fois aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire sur elle? Je pense que sa fonction a trop d'importance sur mon métier, quoi. J'aimerais bien que ce soit les députés européens qui commandent et pas elle, quoi. Une rencontre ratée. Encore une. Je devais faire l'émission avec Hugo Clément. Quand il a su que j'y étais, il a refusé de venir.
Voilà. Ah oui. Oui, je pense que c'est un vrai gros démagogue et que tout ce qu'il dénonce, il n'est pas foutu de s'en appliquer la moitié à ses principes de vie. Et voilà, c'est facile de faire le guignol sur YouTube et de faire des émissions à la Nicolas Hulot pour faire le buzz, mais en même temps, ce que tu dis, il faut l'appliquer un minimum, quoi. Voilà. Bon, allez, dernier portrait. Sarah Salman, quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à faire quelques émissions. Je fais partie de ceux qui l'ont emmené essayer de traire une vache au salon. Et Sarah, qui est complètement... Enfin, pour elle, l'agriculture, c'est une autre planète. Par contre, elle a une vraie qualité, c'est qu'elle est courageuse. Et ouais, elle est vraiment courageuse, elle peut se mettre en danger. D'ailleurs, elle est venue d'ailleurs quand tu as fait une proposition. Oui, et moi je les ai reçus avec François Ruffin, qui lui a proposé donc une immersion dans les petits métiers qu'elle a beaucoup décrié. Voilà, elle a eu le courage de le faire, quoi. Et franchement, je pense qu'elle a ramassé pour avoir vu le documentaire en avant-première et son retour avec François Ruffin. Voilà, il y avait un côté un peu théâtralisé, tout ça, mais pendant qu'elle a tourné les reportages, elle a ramassé quand même. Et elle confesse aujourd'hui qu'elle a dit des bêtises sur des gens qu'elle ne connaissait pas. Non pas par méchanceté, mais par méconnaissance. Et que cette immersion l'a un peu changé quand même. Rendez-vous en terre inconnue, elle l'a fait aussi. Et je trouve, je lui reconnais ce courage, quoi. Voilà. Très bien. Elle s'est mise en danger. Voilà pour le petit tour d'horizon. J'ai mangé qu'un cornichon. Alors. Oui, mais t'inquiète. Bon, on arrive quand même à la fin de cette confession cornichon. Merci beaucoup, Didier. De rien, c'était un plaisir. Ouais. Didier de la France profonde. Ouais, c'est ça. Un dernier mot que tu voudrais dire aux éleveurs? Bon, tenez bon. Tenez bon, quoi. Je veux dire, on fait un des plus beaux métiers du monde. On a un cadre de vie exceptionnel. On a la chance que le bureau est dans la cour. Et si on regarde bien comment vit le reste de la société, on a encore quelques valeurs, quelques trucs qui n'appartiennent qu'à nous. Qui sont quand même un formidable environnement pour concevoir et faire grandir des enfants. Et notre métier, il est dur, mais parfois on a de vraies belles reconnaissances d'amour. C'est pas toujours que de l'agribashing, et de temps en temps des consommateurs nous expriment de la gratitude sur le métier qu'on fait, que vous soyez éleveur céréalier ou viticulteur. Je trouve que nourrir ses concitoyens qui mangent quand même 3 fois par jour, quoi qu'ils en disent, c'est une des plus belles missions, quoi. Bon, merci beaucoup. Bon, petit rappel, tu seras au salon de l'agriculture, oui, avec ton taureau charolais. Alors avec mon taureau normalement sur le ring pour le concours charolais le dimanche après-midi, et je pense aux grandes gueules le lundi 20. Le premier lundi, ouais, 26, 24, non ouais, bon, on remettra en tout cas, mais le premier lundi du salon. Et puis c'est l'occasion de vous rappeler que oui, il y a le CIA Pro aussi pendant le salon de l'agriculture, donc Hall 2, vous pouvez aller sur ce salon professionnel où il y a des exposants, des conférences aussi. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, Didier. C'était sympa. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, likez, commentez, donnez votre avis. Dites-nous quelle autre personnalité vous souhaitez qu'on interroge. Et puis abonnez-vous et rendez-vous pour un prochain Confession Cornichon.